avoir la discussion autour de la résolution 2250, savoir comment vous travaillez au niveau du Canada pour nous aider, nous, la RDC, à pouvoir avoir aussi une politique, d'avoir une politique avec la coalition 2250 en RDC. Donc, je veux passer la parole pour un mot de bienvenue à Marie-Rose. Et ensuite, on va développer notre thème d'aujourd'hui. Merci. Marie-Rose, vous avez la parole. Merci Déborah, bonjour à tous, bienvenue à tous. Donc je dis merci au nom du secrétariat technique 2250 où je travaille comme directrice spécialisée. On est une petite équipe de 12 personnes et on a décidé d'accompagner les jeunes à se mettre ensemble parce qu'effectivement il y a une grande dynamique des acteurs de la société civile, des structures des jeunes qui travaillent sur les questions de la résolution 2250, qui travaillent déjà sur les questions de la paix, mais pas forcément en train de mettre l'accent sur la 2250, mais maintenant il y a toute une prise de conscience dessus. Et donc il y a un besoin de pouvoir créer un lieu d'échange où ces structures peuvent travailler ensemble pour mettre en effort leur appui, leur plaidoyer auprès des institutions. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Aujourd'hui, je serai dans mon coin en train d'observer. Et le but vraiment de ces échanges, c'est de pouvoir obtenir de vous des informations sur votre parcours, sur vos expériences, sur vos défis, sur comment vous en sortez, pour que cela puisse aussi bénéficier à la coalition qui voudrait se mettre en place en RDC. Donc, merci beaucoup à tous et merci Déborah. Merci beaucoup, Marie-Rose, pour ces quelques mots qui éclaircissent le pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur ce Zoom. Et nous allons passer directement à soit Gabriela ou Katrina. L'une d'entre vous va nous faire les mots comment on l'appelle, les mots de bienvenue, ou va nous parler de ce que vous faites au Canada avec la résolution 2250, comment vous travaillez avec le gouvernement, comment vous en sortez avec, parce que ça parle de jeunesse, paix et sécurité. Et ça, est-ce que le Canada aussi a des problèmes? Est-ce que les jeunes ne participent pas aussi là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions en tout cas et on aimerait vraiment savoir tout ça pour voilà, avoir de l'expérience et comment savoir comment on peut le contextualiser avec la RDC. Merci à vous la parole, Gabrielle Katrina. Merci beaucoup, Déborah. Gabi, voudrais-tu commencer avec un peu comment on a structuré notre coalition et comment on fait notre travail? Oui, bien sûr. Bon, bonjour à tous. Vraiment un grand merci pour nous avoir ici. Donc, notre coalition ici au Canada, ce qu'on a construit il y a un an déjà, c'était quelque chose pour que les jeunes ont l'opportunité de s'engager dans d'autres opportunités au Canada et à l'extérieur aussi, avec le statut de membre de la coalition. Donc ici, on travaille, c'est aux jeunes, ils peuvent s'engager autant qu'ils veulent. On a un petit formulaire qui montre leur intérêt et pourquoi ils veulent s'engager avec l'agenda Jeunes Paix Sécurité. Et ce qu'on fait, on est divisé à un comité directeur. Nous sommes 11 dans le comité directeur. On fait des décisions un peu plus exécutives et on a des votes. Et en termes d'un an chacun, ici, les membres peuvent participer autant qu'ils veulent. On a des opportunités qui sont un peu plus focus sur le engagement gouvernemental, comme activisme, advocacy. Aussi, on a d'autres comme, par exemple, maintenant on fait le Detorganization Toolkit, qui met en focus sur comment engager les jeunes d'une façon plus
plus active et... Désolée, j'ai perdu le mot en français. Mais si ça vient en anglais, vous le dites, et si on Ok. comprend pas, D'accord. Katrina pourra nous interpréter ça. Donc, sentez-vous à l'aise en tout cas. Sentez-vous à l'aise parce que si vous êtes à l'aise, nous, on va comprendre ce que vous voulez dire. Si ça vient en anglais, vous le dites en anglais, on avance, on va Merci. comprendre. Merci. D'une manière plus meaningful, on voit aujourd'hui ici au Canada et partout dans le monde, il y a d'opportunités aux jeunes qui sont pas payés et parfois on voit que leur activisme est laissé de côté plutôt. Donc on veut que ces opportunités et ces travaux soient respectés et utilisés vraiment. Donc notre coalition est un peu comme ça. On laisse vraiment aux jeunes de décider où ils veulent s'engager, où ils ne veulent pas. Et jusqu'au moment où ça fonctionne, on voit que les jeunes sont vraiment engagés, ils veulent participer. C'est vraiment... On voit que ça ouvre des portes aux jeunes pour rentrer dans cette ère, dans cette champ qui, nous, au moins au Canada, on trouvait que c'était vraiment difficile de rentrer, de comprendre qu'est-ce que c'était l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Donc, on fait beaucoup de ça aussi, de l'éducation, en expliquant qu'est-ce que c'est l'agenda, comment elle fonctionne, comment s'engager. Parce que on trouve que beaucoup de gens ne le savaient pas et ne le connaissaient pas vraiment. Donc ça, c'était une des premières choses qu'on a fait. Ouais. Je passe à Katrina, si tu as d'autres choses à ajouter. Oui, merci beaucoup, Gabi. Donc, pour vous donner une idée du contexte un peu plus canadien, donc le Canada, depuis l'adoption de la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, a été champion ou championne, comme on veut dire, de cet agenda depuis l'an 2000 et même avant. Mais le Canada a quand même laissé derrière l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité d'une façon plus institutionnelle, dans le sens que, à date, nous avons eu 2 plans d'action nationaux sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et aucun plan d'action national, aucun département, aucun ministère, rien d'une perspective institutionnelle du gouvernement qui est axé sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Donc, plusieurs d'entre nous qui sommes d'origine de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. C'est comme ça que nous nous sommes regroupés au début. Nous avons remarqué cette lacune au sein de notre gouvernement dans l'aspect jeunesse, puisque nous travaillons principalement avec des jeunes femmes, que nous sommes nous-mêmes aussi. Et nous avons vu qu'il y avait un manque, justement. Donc, c'est pour ça que l'an passé, en septembre 2020, on a créé la coalition. On s'est dit, pour faire avancer, il va falloir avoir un mouvement de la société civile. Et puisqu'il y a un réseau canadien pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui est très fort et qui a eu beaucoup de succès dans la mise en œuvre de notre plan d'action national, nous avons formé notre coalition un peu en utilisant la leur comme exemple, disons. Donc, on est rendu à 75 membres et ça peut être des individus ou des organismes. Des fois, il y a des représentants d'organismes qui siègent à titre de membres. Et puis, comme Gabriella a dit, on s'est élu ou on s'est nommé 11 représentants du conseil de direction et chaque membre du conseil de direction est responsable d'un groupe de travail ou d'une activité thématique. Donc, par exemple, je suis la chef de le plaidoyer gouvernemental. Gabriella est chef de notre groupe de travail de la francophonie. Et puis, nous avons des différents groupes de travail et aussi des membres de notre comité de direction qui gèrent certains travaux puisque nous avons été capables de mobiliser des fonds dans la dernière année pour 3 différentes activités qui ont été financées par le gouvernement du Canada, justement, par l'entremise d'un fonds qui s'appelle le Canada Service Corps. Donc, c'est un fonds qui a été créé suite à l'adoption de notre politique jeunesse en 2019, qui ne fait aucune référence à l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, malheureusement, et était adopté avant notre existence.
Et puis, ce fonds qui a été mis en place est censé aider les jeunes et les organismes jeunesse à faire des initiatives, mais ne finance aucunement les organismes eux-mêmes. Donc, nous avons obtenu 3 bourses, très petites bourses, jusqu'à 1 500 $ chaque, vraiment très, très petites en comparaison, par exemple, à d'autres sortes de bourses pour les organismes. Mais nous avons néanmoins été capables d'obtenir 3 fois la bourse pour des activités. Donc, la première fut une activité de blog. Donc, on a fait une série de 10 blogs sur l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité l'an dernier, au mois de juin et juillet. Ensuite, on a été capable de mobiliser des fonds pour une recherche que nous avons menée au cours des mois d'été, donc juillet et août pour nous, par rapport à l'implication de la jeunesse dans les mouvements civiques et dans la participation des instances décisionnelles. Donc, ceci, nous avons fait une recherche en ligne où est-ce que nous avons demandé la perspective des jeunes Canadiens et d'autres. Nous avons reçu des réponses de d'autres pays également par rapport à si leurs expériences dans ces instances de prise de décision étaient, ma foi, plus tokenisées, donc dans le sens que ce ne soit pas des décisions qu'elles puissent prendre, mais que ce soit plutôt une consultation après que les décisions soient prises, et comment les jeunes se sentaient par rapport à leur position dans ces établissements ou dans la gouvernance canadienne. Donc ça, on a complété et maintenant, on est en processus, comme Gabriela expliquait, avec le Detokenization Toolkit. On est en train de créer une boîte à outils pour essayer de mitiguer justement la tokenisation de la jeunesse dans ces instances de prise de décision et dans l'engagement civique, puisque c'est ça qu'on a retrouvé comme étant un des enjeux prioritaires ici au Canada. Nous avons, au niveau du gouvernement, beaucoup d'efforts pour inclure la jeunesse à tous les niveaux. Mais les efforts, nous avons observé qu'ils sont souvent à la surface, par exemple. Donc, presque tous nos membres élus au Parlement du Canada, au niveau fédéral, ont établi des conseils jeunesse ou l'équivalent d'un conseil jeunesse pour chaque membre du Parlement, qui est magnifique en principe, mais en pratique un peu moins, puisque la majorité n'ont pas de rôle significatif dans la prise de décision, dans la création des lois, dans la mise en œuvre des politiques. Donc, c'est ça qui nous a inspirés justement, puisque plusieurs des membres de la coalition ont apporté ça comme sujet de problématique dans notre contexte. Et nous poussons beaucoup pour le pilier de participation de l'agenda, évidemment, puisque c'est très lié à cet aspect gouvernemental et institutionnel. L'autre chose, c'est que sous notre gouvernement, il y a une ambassadrice Femmes, Paix et Sécurité qui a été nommée il y a 3 ans et elle est très ouverte à appuyer l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. C'est presque entièrement son bureau et l'unité Femmes, Paix et Sécurité à Affaires mondiales Canada. C'est presque seulement eux qui connaissent l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité en premier lieu, et qui travaillent avec nous pour essayer de vulgariser l'agenda au niveau gouvernemental. Il y a très peu d'autres membres de notre assemblée parlementaire et de nos gouvernements, nos ministères qui comprennent ou savent même que l'agenda existe. Donc, c'est très limité à ce point de vue-là, d'un point de vue de compréhension ou même de connaissance de l'agenda. Donc, c'est une de nos priorités d'essayer de travailler avec le gouvernement pour accroître leurs connaissances afin de pouvoir justifier pourquoi un plan d'action national, un mécanisme d'institutionnalisation serait utile dans un contexte canadien. L'autre chose, c'est la société civile ou les jeunes Canadiens et Canadiennes ne se voient pas dans l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité nécessairement, puisqu'ils ne font pas le lien entre le travail de justice sociale, d'avancement des droits de la personne et d'autres choses au niveau communautaire. Ils ne font pas le lien entre ce qu'ils font dans les communautés et étant qualifiés comme étant des peace builders, donc des meneurs, des bâtisseurs de la paix. Donc, beaucoup de travail qu'on fait au niveau local, c'est justement de vulgariser la résolution et de démontrer que même si nous sommes un pays qui n'est pas dans un état de guerre, que la résolution et les protections qui sont offertes justement par la résolution 2250 sont applicables dans notre contexte également et que nous avons un rôle à jouer aussi dans la mise en œuvre à l'international, tout comme en créant des partenariats avec vous ou avec d'autres qui sont dans des différents contextes qui, eux aussi, tout le monde doit mettre en œuvre cet agenda.
mon micro. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup Gabriela, merci beaucoup Katrina. Mais ce n'est pas encore fini. J'ai vu, il y a mes collègues Nicole et Mehdi qui sont là. Donc, ils ont des questions qu'ils vont vous poser pour bien nourrir ou bien argumenter ce que vous faites déjà comme travail sur terrain. Alors, Nicole, si elle est là, elle peut allumer son micro et dire quelque chose parce que moi, je ne la vois pas ici à l'écran. Bonjour. Marie-Rose? Ah, Nicole est là. D'accord. Yeah, merci. Bonjour, Nicole. Donc, je laisse la parole à Nicole et Mehdi. Sinon, moi, je reviens juste après. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah, et merci également à Katrina et Gabriela pour ces informations qui sont très capitales. Et nous voulons déjà enrichir. Et je vais directement passer à une autre question qui nous est venue. En parlant de la coalition, c'est que nous voyons déjà différentes organisations de jeunes qui sont mises ensemble et même différents jeunes qui travaillent indépendamment peut-être, qui sont réunis pour pouvoir travailler pour une seule cause. Et nous savons que chaque organisation a sa motivation et ses initiatives. Alors, comment vous avez fait pour pouvoir réunir ces jeunes avec différentes motivations et quelle a été principalement leur motivation à venir se joindre à vous et aussi à rester engagés parce que c'est pas facile de pouvoir rester ensemble comme une coalition et travailler ensemble. Et peut-être à cela aussi ajouter comment vous avez fait maintenant pour gérer ces différents backgrounds, parce que chacun vient avec son background, religion, motivation. Comment vous avez fait pour gérer cela? Katrina et Gabriela? Merci beaucoup, Nicole. C'est bien de te voir encore une fois. Et justement, j'ai vu ton WhatsApp il y a 1 heure. Donc, je vais peut-être répondre et Gabriela, tu pourras me compléter. Moi, de notre perspective, le multiculturalisme et les multiples identités et backgrounds des individus qui sont regroupés au sein de la coalition, c'est notre atout. Donc, lorsque nous avons des rencontres, lorsque nous développons des projets ou que nous essayons de développer des campagnes, on cherche justement à essayer de rejoindre des gens qui ne sont pas les visages familiers, familières. Donc, le fait que les membres de notre coalition ont des différentes expériences et viennent de différents réseaux, nous voyons ça comme étant complémentaire et nous essayons de créer un espace parce que le dialogue est priorisé. Donc, il y a des moments où est-ce qu'on n'est pas nécessairement tous d'accord avec la même chose ou avec la même technique, mais on essaie de trouver des compromis. Je dois vous avouer que c'est pas arrivé très souvent où est-ce que on a mis des barrières dans les rues à quelqu'un et qu'on s'est dit non, pas du tout, on fera pas ça. En fait, à date, je crois pas qu'il y a eu des moments de grosse frustration non plus. Donc, on a été chanceux quand même de cette perspective comme ça. Mais des fois, il y a eu des moments où est-ce que, par exemple, si on fait beaucoup de soumissions formelles au gouvernement pour des processus. Notre gouvernement aime beaucoup faire des consultations publiques où est-ce qu'on doit soumettre, par exemple, 2-3 pages par rapport à la politique étrangère féministe ou quelque chose comme ça. Et on essaie de participer très activement dans ces processus formels pour montrer justement que les jeunes ont une place dans ces processus et que nous comprenons le processus et que nous pouvons nous engager de façon significative puisque ça va main en main avec le travail de plaidoyer qu'on essaie de faire pour justement montrer que les jeunes ont une place dans ce système. Et puis, je dis tout ça puisque lorsqu'on a fait ces soumissions, on a toujours inscrit que ce sont les vues des individus qui ont créé ceci sous le comité de plaidoyer gouvernemental, par exemple, et que ce ne représente pas nécessairement les vues de tous nos membres. Puisque c'est impossible de valider avec les 75 individus et organismes tout ce qu'on écrit mot par mot, évidemment. L'autre chose, c'est le processus d'approbation. Donc, par exemple, notre comité directeur est responsable d'approuver toutes initiatives et toute documentation officielle. Donc, par exemple, aujourd'hui, lorsque Marie-Rose a écrit à la commission, notre chef d'équipe qui gère l'interne de notre travail
nous a envoyé un message à la coalition et nous utilisons la plateforme Slack pour le faire. Et elle nous a envoyé justement l'invitation. Elle a dit, est-ce que le comité directeur accepte que la coalition s'engage dans cette initiative? Et puis évidemment, on a tous répondu avec beaucoup d'enthousiasme très positif. Et puis, on a précédé avec l'activité. Mais c'est ce qu'on fait avec tout. Donc, on fait exprès d'être le plus transparent possible ensemble et aussi avec nos membres afin d'essayer d'éliminer justement les frustrations potentielles et que les gens aient la chance de pouvoir véhiculer s'ils ont des opinions différentes que ceux qui ont été partagés. Je ne sais pas, Gabriela, si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, juste dans le côté de comment rester motivé, je pense que pour nous, c'est vraiment, on a toujours des projets nouveaux, on accepte toujours des nouveaux projets, on veut écouter des jeunes. Chaque fois qu'on reçoit un message qui parle d'un autre aspect, par exemple, dans le côté de la francophonie, je suis vraiment ouverte. Ici au Canada, on a le contexte du bilinguisme, mais aussi on a le côté des protections des droits linguistiques. Donc, je suis toujours ouverte aux membres de voir quel projet ils veulent procéder avec, s'ils ont des idées, des choses qu'on doit faire, qu'on doit procéder. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel de vraiment voir comment engager les gens et les écouter toujours. Comme ça, on peut vraiment voir qu'ils restent engagés et qu'ils restent motivés de continuer à travailler. Merci beaucoup, Katrina et Gabriela. Il y a 2 ou 3 choses que je viens retenir par rapport à ça. Il y a la transparence qui est un élément clé et aussi, en fait, la création de cet espace-là où tout le monde sait ça, impliqué, où vous êtes ouvert à recevoir les différentes propositions. En tout cas, c'est une très bonne chose et j'espère qu'on va pouvoir aussi l'appliquer de notre côté. Merci beaucoup encore une fois. Avant de continuer, j'aimerais informer tous ceux qui sont en train de participer présentement, qui peuvent aussi nous laisser leurs questions dans les chats. Et mon collègue Mehdi sera très heureux avec nous tous de pouvoir lire et partager avec nos deux camarades qui viennent de l'autre côté du bout du monde. Alors, sentez-vous à l'aise, posez vos questions et nous serons heureux de pouvoir et heureuses de pouvoir les lire et les partager. Alors, toujours dans cette même perspective de la création de la coalition, nous voulons un peu savoir quelles sont les leçons que vous avez tirées dans cette formation-là de cette coalition et surtout aussi une petite partie par rapport à la politique je vais dire, de formation de cette coalition, la politique juridique, la forme juridique que la coalition a pu prendre. Est-ce qu'elle a pris une forme spécifique juridiquement ou est-ce qu'elle a pu changer aussi au travers les temps, donc un peu dans ce sens-là? Katrina? Oui, j'attendais voir si Gabriela voulait parler en premier, mais je pense que je vais y aller. Ok, c'est bon. Deuxièmement, le premier. Ok, c'est bon. Ok, donc merci Nicole. Oui, j'ai aussi oublié de mentionner avec ma première réponse ou mon autre réponse, c'était par rapport au recrutement. Donc, ce qu'on a fait, et ça c'est en lien avec ce que j'ai constaté dans la dernière année, mais c'est que nous n'avons pas fait de recrutement très sévère. Donc, nous n'avions pas de règlement très sévère. On avait des principes de respect, des principes de comment se comporter, par exemple, dans le groupe, qu'on aimerait que les gens suivent, mais on n'avait pas par exemple, de tests d'admission ou de prérequis afin de pouvoir se joindre à la coalition. C'était quand même très ouvert et on avait un processus quand même très informel au début. Et c'était vraiment de bouche à oreille et à l'utilisation des médias sociaux qui a fait en sorte qu'on a pu ouvrir notre coalition. Donc, on est rendu quand même beaucoup. Je vous ai dit 75, mais je crois que j'ai tort. Je crois que c'est encore plus que ça. Je pense qu'on est presque proche du 100, mais peu importe. Mais ça amène ma prochaine réponse. C'est par rapport au fait que la majorité des gens qui font partie de notre coalition ont en fait pas beaucoup de connaissances par rapport à l'agenda en tant que tel. Donc, ce fut quand même un gros challenge, un gros défi pour nous, puisque la majorité de nos membres de la coalition qui sont censés militer pour l'agenda ne connaissent pas bien
l'agenda elle-même. Donc, on a eu besoin de rechanger un peu notre stratégie après les premiers mois, puisqu'on a réalisé qu'il fallait faire et développer comme un atelier pour nos propres membres afin qu'ils puissent mieux connaître l'agenda et puissent voir comment leur travail ou leurs expériences soient liées à l'agenda. Donc, on a eu plusieurs personnes, par exemple, qui étaient experts dans la matière de la santé reproductive. Donc, c'est quand même un gros enjeu qui est très prédominant dans la société civile au Canada. Et puis, plusieurs de nos membres travaillent là-dedans. Et puis, ils nous ont même demandé, après quelques mois d'être membres, que si ça avait rapport avec la coalition. Et donc, on leur a dit, évidemment, les droits et la santé reproductive et la santé sexuelle tombent sous les protections des droits des jeunes, qui est souvent lié aux jeunes femmes, mais pas nécessairement exclusivement. Et donc, on a eu besoin d'expliquer. Et ça nous a vraiment... ça nous a rappelé, mais aussi, ça fait sonner l'alerte dans le sens que nous avons réalisé que beaucoup moins de personnes connaissaient en détail la résolution et l'agenda. Donc, on a eu besoin de faire à la fois le travail de plaidoyer et le travail qu'on fait d'un niveau un peu plus de haut niveau, si on veut dire comme ça, et aussi à la fois de faire de la mise à niveau avec nos propres membres qui n'étaient pas encore assez familiers avec l'agenda. Et on continue de le faire puisqu'on continue aussi d'accepter des membres, un processus de recrutement, comme je vous ai dit, standardisé ou formel au cours de certains mois ou certaines semaines. C'est au fur et à mesure que les gens veulent se joindre à nous, ils remplissent un formulaire afin qu'on ait leur information et qu'ils adhèrent à nos règlements de base, principalement par rapport au respect de l'un et l'autre et tout. Et ne pas discriminer contre l'un et l'autre, c'est pas mal la limite de ce qu'on leur demande. Et puis, on n'a pas encore une fois, on n'a pas de nécessité, on ne demande pas à ce qu'il y ait un niveau de connaissance de l'agenda. Donc, ça a créé une opportunité pour engager plus de jeunes, mais en même temps, ça a créé beaucoup de limitations et beaucoup de travail supplémentaire pour le conseil de direction, puisque nous devons à la fois faire la mise à niveau et aussi essayer de pousser pour nos objectifs. Donc, par exemple, moi, avec le plaidoyer gouvernemental, puisque j'ai travaillé plusieurs années au gouvernement, j'ai une connaissance que la majorité des jeunes n'ont pas par rapport au système de gouvernement et aussi du networking que j'ai fait justement quand j'étais là-bas. Et puis, donc, non seulement est-ce que je dois apporter cette expérience avec moi pour notre groupe de travail, mais à la fois, il faut également que j'aide à démontrer à nos propres membres qu'est-ce que l'agenda Jeune Paix et Sécurité dans le contexte et quand on fait du plaidoyer, leur expliquer souvent comment ça fonctionne ou au moins agir un peu à titre d'expert technique. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé nécessairement au même niveau. On savait qu'il allait avoir comme on dit en anglais, un learning curve, donc quand même une route à faire, mais on ne savait pas. L'autre aspect juridique, la question juridique, donc la coalition n'est pas enregistrée au Canada. Il n'y a pas de... Il y a une loi par rapport à enregistrer des organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. Cependant, il n'y a pas de loi qui force les regroupements à s'enregistrer afin de pouvoir, par exemple, avoir l'opportunité de fonds. On peut avoir des sponsors fiscaux, on peut avoir accès à certaines bourses comme celle que je vous ai expliquée qu'on a eue 3 fois cette année, mais ce sont des choses qui restreignent puisque si on n'est pas enregistré à titre d'organisme, on est quand même très limité. On ne pourrait pas, par exemple, avoir un bureau et puis je ne sais pas, appliquer pour des bourses de multimillions ou de multimilles dollars pour pouvoir avoir des employés. Aucune de ces choses serait possible et n'est possible puisque nous ne sommes pas enregistrés. Et puis, à date, les bourses auxquelles on a été capable d'obtenir ont été des bourses pour des individus, en fait. Donc, des membres de notre conseil de direction ont appliqué en tant qu'individus et ont reçu l'argent à titre d'individu et ont décidé de le faire avec et pour la coalition. Donc, en théorie, selon le gouvernement, ce sont des individus qui ont obtenu les bourses et non notre coalition. Je ne sais pas, Gabi, si tu voulais ajouter d'autres réflexions. Peut-être avant que Gabriela puisse ajouter, je voulais revenir sur un élément. Principalement, on est en train de parler des défis et c'est important. Il y a un élément dont vous avez fait mention par rapport à la connaissance. Et je me dis, on pourra également faire face
à ces défis-là de connaissances au niveau peut-être même interne ou au niveau même des gens vers qui nous allons aller pour sensibiliser ou parler de cette résolution, la 2250. Et merci beaucoup parce que vous avez fait mention de ça et nous allons faire aussi usage de certaines stratégies que vous avez utilisées, par exemple la mise à niveau et aussi également la sensibilisation pour d'autres qui ne sont pas dans l'équipe. Merci beaucoup, Gabriela. Vous avez la parole. Ouais, je voudrais juste ajouter aussi, parce que c'est quelque chose qu'on a pris conscience quelques mois après la création de la coalition, c'est on a fait une enquête demandant à nos membres ce qu'ils savaient déjà de l'agenda Jeunes Pays Sécurité, ce qu'ils ne savaient, ce qu'ils voudraient savoir plus, et où ils ont rencontré des sources et des travaux, des informations sur l'agenda Jeunes Pays Sécurité. Et aussi, une autre chose qu'on a fait, on a atelier qu'est-ce que c'était YPS 101, qui expliquait en vraiment simple, vulgarisé, qu'est-ce que c'est l'agenda, comment elle fonctionne, qu'est-ce que chaque résolution signifie. Pour nous, les jeunes, vraiment, pas seulement les grands mots de l'ONU, mais des choses un peu plus en morceaux, on dirait, en petits morceaux. Et on a fait pour plusieurs gens. Et c'était vraiment, on avait un résultat vraiment positif de voir que les gens comprenaient un peu plus mieux et comprenaient aussi comment s'engager au niveau gouvernemental et faire le plaidoyer gouvernemental après ces petits ateliers YPS 101. Donc, pour nous, c'était quelque chose qu'on a pris conscience quelques mois après, mais c'était extrêmement utile et essentiel pour notre relation. Merci beaucoup, Gabriela, pour ces mots très intéressantes, ces informations qui vont aussi également nous aider. Je voulais un peu revenir sur, on a longuement parlé des défis et tout, mais on sait qu'il y a certainement eu des moments de réussite, des facteurs qui vous ont vraiment marqué en termes de réussite. Racontez-nous un peu une ou deux histoires de succès que vous avez connues au travers de cette coalition. Certainement, ça fait plaisir. Mais justement, donc l'atelier qu'on a développé sur l'agenda, qu'est-ce que l'agenda GPS 101, nous avons été convoqués par plusieurs universités après avoir commencé à le faire à l'interne, cet atelier. On a été convoqués par des universités et des groupes étudiants pour faire partie de leurs différentes plateformes afin de pouvoir faire cette même ou répliquer l'atelier au niveau universitaire. Donc, ça a été quand même très bien pour nous. On a pu recycler le matériel qu'on avait déjà préparé pour nos propres membres et ça a pu aider à avancer en même temps nos partenariats avec les groupes universitaires et les universités telles quelles, mais aussi au niveau canadien. Donc, ça a été multiplement utile, disons, d'avoir créé cet atelier en premier lieu. Une autre chose dont je suis fière pour la coalition dans la dernière année et quelques mois que nous avons eu, c'est le travail que nous avons fait sur la politique étrangère féministe du Canada. Donc, pour vous donner un peu de contexte, le Canada se dit ayant une politique féministe étrangère, mais n'a aucun document qui est écrit avec qu'est-ce qui est incorporé dans la politique. On a aussi un plan féministe pour le développement international, mais on n'a pas de politique étrangère féministe écrite en tant que telle. Mais le Canada se dit ayant une politique féministe étrangère. Donc, l'an dernier, notre ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'il allait développer la politique en tant que telle. Et puis, il ouvrait la place à la consultation. Donc, évidemment, on a sauté sur l'opportunité, on n'a pas pu s'empêcher et on a soumis plusieurs fois notre feedback par rapport à qu'est-ce qui devrait être inclus. Et évidemment, on a poussé pour que l'agenda GPS soit inclus puisque nous voyons un lien direct avec le féminisme, l'égalité du genre et l'agenda Jeunes Pays Sécurité puisque 50% de l'agenda Jeunes Pays Sécurité incorpore les jeunes femmes. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de synergie avec l'égalité qui tombe sous le parapluie, disons, du féminisme. Donc, on a fait ceci, on a fait
j'ai personnellement été capable de parler avec le ministre afin de lui expliquer justement l'agenda, parce que non plus, il n'était pas très familier. Et on a finalement été capable, nous, en tant que coalition, d'appuyer la rédaction de cette politique étrangère qui était censée être lancée pendant les mois d'été ou pour septembre. Mais là, on a eu l'élection. Donc, on attend en ce moment pour que tout ceci reprenne. Mais la version quasi finale que nous avions vue avant l'élection, que nous espérons qu'il sera la version quasi finale à l'instant, incluait une section spécifique pour l'agenda GPS. Donc, on était extrêmement fiers de ça. Évidemment, c'est à huis clos, donc on ne pouvait pas partager publiquement. Techniquement, je ne peux pas vous le dire publiquement, mais sachez que c'était quand même quelque chose d'où on était fiers, puisque ça démontrait tangiblement un succès ou un résultat de notre plaidoyer, de notre travail, justement au niveau gouvernemental, tant pour les connaissances et la reconnaissance de l'agenda, mais aussi d'un point de vue d'éventuelle mise en œuvre. Donc ça, c'était une chose dont j'ai été très fière. Et l'autre chose, c'est au niveau des partenariats. Donc, on a quand même développé beaucoup de partenariats en essayant de prioriser la collaboration et non la compétition dans le secteur. Donc, nous avons fait exprès de créer, par exemple, un poste de chef de partenariat au sein de notre conseil de direction. Nous avons on est membre maintenant du United Network of Young Peace Builders, le UNOY. Donc, eux, ils nous donnent aussi la chance de pouvoir bien coordonner des efforts sur terrain avec d'autres jeunes et d'autres organismes jeunesse à travers le monde. Ça aide beaucoup à la coordination de nos activités. Et également, on siège à la Coalition mondiale de l'agenda Jeune, Paix et Sécurité, dont je sais que certains d'entre vous ont eu des correspondances avec eux, avec certains membres, mais j'espère que la coalition congolaise souhaiterait et se joindra justement à ce groupe de coalition mondiale. Donc, ce sont des choses auxquelles je suis fière. Il y en a plusieurs, mais justement, ce sont deux, je crois, que je tiens proche de mon cœur. Merci beaucoup, Katrina, et nous sommes également fiers des efforts que vous avez pu fournir jusque-là. Gabriela, y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter à cela, une histoire qui vous a beaucoup plus marqué pendant cette période? Bon, moi, je suis vraiment fière de tout le travail qu'on a fait jusque-là. Pour moi, c'est aussi la politique étrangère féministe, c'était vraiment quelque chose que je suis très fière aussi. Pour moi, je pense aussi au statut de la jeunesse au Canada, qu'on a participé comme consultant. On a fait une consultation aussi comme société civile. Et pour moi, c'était aussi je suis vraiment fière parce que plusieurs de nos commentaires ont été ajoutés. Et ici au Canada, on fait un statut de la situation des jeunes à chaque 4 ans. Maintenant 2 ans, désolé. 2 ans. Et c'était vraiment bien de voir que l'agenda Jeune, Paix et Sécurité s'est inclus et aura une participation un peu plus pesante là. Donc, je suis très, très fière. Si vous le permettez, je pourrais expliquer un peu le contexte. Donc, lorsque nous avons adopté en 2019 la politique jeunesse, qui était la toute première politique jeunesse au Canada, après que le premier ministre ait annoncé que lui allait également être le ministre de la jeunesse, c'était une des premières fois, sinon la première fois, que nous avions cette loi, cette politique. Et puis, cette politique demandait à ce qu'il y ait un rapport biannuel, donc à chaque 2 ans, de l'état de la jeunesse. Donc, c'est à ça que Gabriela fait référence. Et puis, ils ont fait des consultations au niveau national avec des organismes et des individus, 998 pour être exact. Et puis, c'est là-dedans que nous avons fait des soumissions et justement, le rapport vient d'être sorti au mois d'août. Et puis, on a vu que des choses que nous avons soulevées, surtout par rapport à la participation de la jeunesse dans les instances de prise de décision, ont été ajoutées et incluses dans le rapport. Donc, on est très fiers et on est justement en train d'écrire une publication pour reconnaître ceci et pour partager et commenter un peu sur nos réflexions par rapport à ce rapport.
tout cas, bravo et félicitations pour tout ce que vous avez déjà pu faire et nous sommes également fiers de ce que vous avez fait. Alors, peut-être la dernière question que je vais poser avant de pouvoir accorder la parole à tous qui sont en train de poser les questions dans les chats. Si vous devriez refaire, je vais dire, si vous devriez faire autrement, qu'est-ce que vous devriez changer dans la façon de faire jusque-là? Voilà. Et peut-être pour donner un petit indice, quelles sont vos perspectives d'avenir en tant que coalition? Gabi, vas-y. Ouais. Donc, je pense qu'une des premières choses que je pense que nous tous du comité directeur auraient aimé refaire, c'est bien diviser le travail de chacun. Donc, au début, on était un peu plus, tout le monde regardait les courriels, tout le monde répondait aux courriels, tout le monde gérait le membership, tout le monde faisait un peu de tous. Et je pense qu'on a appris avec les mois, bien sûr, et qu'on devrait vraiment les bien diviser, mais ça a pris quelques mois encore. Donc, pour nous, je pense que c'est ça, bien diviser le travail de chacun, le diviser également, équitablement, parce que ça fait de la différence. On voit que les premiers mois, on était vraiment occupés en train de faire plusieurs choses en même temps. Et si on devait le refaire, je pense que ça, c'est la première chose qu'on n'a pas vraiment réfléchi sur. On a vraiment allé et on changeait comment les choses viennent. Mais ouais. Merci beaucoup, Gabriela, dont nous prenons bonne note de pouvoir déléguer, et subdiviser et structurer. Merci beaucoup, Gabriela. Katrina? Oui, donc une chose moi aussi, c'est un peu comme ce que Gabriela a dit. Cependant, nous avons décidé très consciemment de ne pas avoir de présidence ou de une personne qui gère l'équipe. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose que je referais. Je pense que ça fonctionne très bien. Mais je pense que ce qui a fonctionné moins bien au début, c'est que justement, on n'avait pas de structure. Donc, les groupes de travail sont venus quelques mois après. On n'avait pas créé ces groupes de travail. On a développé ça puisqu'on a vu le manque d'organisation qui nous rendait un peu moins efficaces. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé. Et beaucoup de ce qu'on a fait, c'était d'essais et d'erreurs. Donc, le fait qu'on n'avait pas de structure et identifier, par exemple, comment on allait mettre en œuvre notre mandat était un peu plus difficile dans les premiers mois, surtout qu'on a vraiment, on a créé la coalition en septembre 2020 et puis les consultations pour la politique des féministes étrangères ont commencé en fin octobre. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment on allait faire cette grosse chose de la coalition. Donc, ça a apporté quelques défis, mais c'est ça aussi que j'aurais fait différemment. Je nous aurais créé un peu plus de structure. Mais je voulais vous partager, parce que tu as demandé aussi, Nicole, notre but ou notre vision un peu pour le futur. On a créé justement en janvier, on a fait des consultations à l'interne, voir quelles étaient les priorités de nos membres par rapport à où on se voyait nous-mêmes en tant que coalition dans 5 ans, cette année, en 2021 et dans 5 ans. Donc, je me demande si Marie-Rose, tu pourrais me permettre de partager l'écran, puisque nous avons justement mis ça dans un document et j'aimerais vous le montrer, puisque je crois que c'est un peu plus facile que juste de vous le lire. Si c'est possible de me donner la permission de partager l'écran, Oui, vas-y, envoie et je vais dire oui, il n'y a pas de souci. Il faudrait soit me donner la permission ici ou juste me mettre comme host ou co-host. Ok, 1 minute. Je pense que je vais le faire tout de suite. Je dois aller dans les participants. Désolée, c'est moi qui fais la partie technique aujourd'hui. Et vous vous débrouillez très bien. Oui, c'est très bien. Je vais te mettre comme host 1 minute. Oui, je viens de te mettre comme co-host, Katrina. Je pense que ça devrait marcher.
OK, parfait. Donc, voici le document que je disais. Et puis, on a identifié pour cette année nos 4 priorités: de créer des connaissances, la promotion et la diffusion du matériel GPS, donc justement avec l'atelier et d'autres choses, surtout en l'utilisation des médias sociaux. Accroître notre sécurité financière. Donc, avec nos 3 bourses, on se dit que nous avons quand même bien fait de ce point de vue-là. La croissance générale de la coalition. Donc, on utilise beaucoup les médias sociaux puisque le Canada, tout comme la RDC en fait, est un pays très vaste et c'est quasi impossible de se rendre dans toutes les communautés, dans toutes les régions, évidemment, surtout avec la pandémie. Et ensuite, de renforcer les liens entre le plaidoyer à l'étranger et à l'interne au Canada sur l'agenda. Donc, beaucoup de nos campagnes de sensibilisation ont porté sur ça, dans le sens qu'on essayait de montrer comment est-ce que les enjeux qui sont relatifs au Canada ou qui se passent dans nos communautés, surtout par rapport à l'antiracisme, l'insécurité ou la sécurité linguistique, comme Gabriela a dit, avec notre bilinguisme français-anglais au Canada, il y a beaucoup de communautés minoritaires francophones à l'ouest du Canada ou dans les provinces de l'Est, autres que le Québec, qui souffrent d'insécurité linguistique et qui ont de la difficulté avec l'aspect culturel. Donc, ce sont des enjeux que nous voyons qui sont liés à l'agenda GPS, mais que beaucoup de Canadiens et Canadiennes ne voient pas comme étant en lien. Et puis, dans 5 ans, on aimerait devenir des experts reconnus sur l'agenda GPS pour les consultations au niveau gouvernemental canadien. Donc, on commence déjà à travailler avec eux sur ça, surtout au niveau des politiques. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur notre plaidoyer gouvernemental. Et ensuite, de diriger la mise en place de l'institutionnalisation du cadre politique GPS au Canada. Nous avons fait une série d'ateliers et de dialogues et même un débat avec nos membres par rapport à si oui ou non on aimerait avoir un plan d'action national. Est-ce que c'est vraiment ça qui est utile dans le contexte canadien, en essayant de voir quelles étaient les choses qu'on a apprises par rapport au plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité et sa mise en œuvre. Donc, est-ce que nous voyons ça comme étant un succès et que l'agenda GPS devrait suivre, par exemple, cet exemple-là? La troisième priorité ou le troisième but dans 5 ans, c'est la croissance institutionnelle pour la coalition elle-même et l'indépendance en tant qu'entité. Donc, on aimerait évidemment un jour pouvoir s'enregistrer à titre d'organisme à but non lucratif et avoir plus de capacités internes et ne pas être tout simplement que des bénévoles. Et ensuite de devenir un point focal pour la politique et la mise en œuvre de l'agenda GPS, y compris l'expertise en recherche et l'influence au processus décisionnel. Donc, c'est justement pour ça qu'on a commencé notre recherche et la boîte à outils éventuelle pour l'espace de prise de décision et l'implication de la jeunesse. Et aussi, plusieurs de nos membres de notre coalition sont aussi à l'université, soit à la maîtrise ou au doctorat même. Et puis, beaucoup de collaborent ensemble pour écrire des articles académiques ou faire des recherches de haut niveau, soit financées par des institutions de recherche canadiennes ou tout simplement à leur propre gré. Et donc, on essaie d'appuyer ce travail qu'ils font plus recherche et universitaire pour justement établir l'expertise de la jeunesse et de notre coalition au niveau de l'agenda. Donc, c'était cela. Merci beaucoup, Gabriela et Katrina. Nous allons donner aussi la parole aux participants. Je vais passer la parole à Mehdi qui va pouvoir prendre 2 questions tellement que les temps pressent déjà. Et après Mehdi, nous allons remettre la parole à Déborah pour la suite. Merci encore une fois, c'est un plaisir d'échanger avec vous, Gabriela et Katrina. Et merci pour cet échange si fructueux et des informations très intéressantes et importantes. Mehdi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nicole. Je voulais dire quelque chose, Mehdi, s'il te plaît. Après Mehdi, je signale la présence de Madame Annie Kenda qui est avec nous. Donc, après Mehdi, on va laisser la parole à Madame Annie Kenda et ensuite, on va continuer. Donc, Mehdi, vous pouvez poser vos questions et après, on pourra répondre à quelques questions dans le chat et on passera la parole à Madame Annie Kenda. Merci. Super. En fait, dans les chats, on a réussi seulement 3 questions. Je vais essayer de les poser un peu rapidement. La première question était de savoir quels sont les critères que vous avez pris pour sélectionner le membre du comité pilote
pour la coalition au Canada. Katrina, vous avez dit que vous avez un comité pilote. Alors, Nicolas veut savoir quels sont les critères que vous avez pris pour choisir le membre de ce comité-là. Donc, la première fois qu'on a créé le comité pilote ou le comité au début, je crois, on était 11, oui, au début. Et en fait, c'était que j'ai approché quelques autres jeunes qui travaillent vrai avec moi dans le secteur et je leur ai demandé s'ils voudraient bien se joindre à moi. Et ensuite, j'ai envoyé un message sur Instagram et j'ai dit qui est intéressé dans l'agenda Jeune Paix et Sécurité au Canada? Envoyez-moi un message. Donc, les personnes comme Gabriella qui n'avaient aucune idée pourquoi ils m'envoyaient un message par rapport à ça, ont fait confiance et puis on s'est réunis, on était 11 sur Zoom et on s'est dit, OK, on veut peut-être créer quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Et c'est comme ça, à la base, qu'on a créé la coalition et qu'on s'est nommé nous-mêmes pour la première année comité de direction. Et ensuite, l'année d'après, pour cette année ici, puisqu'on s'est dit que le mois d'août allait être le renouvellement des mandats, on a ouvert ça à tous les membres de la coalition. On a envoyé un message en disant si vous voulez, si vous êtes intéressés. Et puis, il y a eu 2 nouvelles personnes qui se sont portées bénévoles. Et puis, nous n'avions pas nécessairement de critères autres que l'admissibilité du temps et aussi s'ils étaient basés au Canada. Donc, on a plusieurs jeunes Canadiens et Canadiennes qui sont à l'extérieur et puisque c'est très difficile pour la coordination, nous avons demandé à ce qu'ils soient basés au Canada pour l'année qu'ils siégeraient au comité de pilotage. Et autre que ça, il n'y a pas vraiment de prérequis en autant qu'ils soient capables de venir aux rencontres et la capacité de contribuer et qu'ils aient une connaissance, même si elle est limitée, de l'agenda. Ok, super. Je pense que Nicolas a bien attendu la réponse. Je vais juste poser les autres questions ensemble. Je pense les 2 questions qui restent sont directement liées. Ces questions-là c'est par rapport aux défis. Il y a Sage Dunia qui pose la question de savoir quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre pays par rapport à la participation de la jeunesse, surtout dans les instances de prise de décision. Et comment vous faites pour intégrer la résolution 2250, sachant bien que la participation de la jeunesse dans les instances de prise de décision est un peu compliquée. Et c'est dans ces mêmes angles d'idées, il y a quelqu'un d'autre qui veut avoir un peu de conseils. Vous savez, au Congo, les jeunes ils ont vécu des situations un peu compliquées avec la guerre et leur esprit un peu de vengeance. Alors, il veut savoir comment vous pensez que ces jeunes vont s'approprier cette résolution 2250. Je pense que les 2 questions sont liées et vous pouvez facilement y répondre. Oui, certainement, c'est très vrai. Et Gabi, voudrais-tu commencer? Oui, donc premièrement sur le défi, ici aujourd'hui au Canada, ce qu'on a vu à partir de l'enquête des défis des jeunes dans la participation dans les espaces civiques et décisionnels, ce que la jeunesse est les oh my goodness, ça vient pas. L'intersectionnalité des jeunes, de l'identité des jeunes n'est pas reconnue ni respectée. Donc, on voit que les jeunes sont pris et choisis pour une seule partie de leur identité. Donc, par exemple, juste pour être francophone ou juste pour être femme ou pour être jeune femme. Et ça vraiment peut avoir des effets négatifs sur leur participation et limiter et vraiment ça exclut les expériences qui sont vraiment uniques du champ du plaidoyer. En troisième, c'est que la majorité des opportunités pour les jeunes n'est pas payée. Donc, ce sont des volontaires, c'est du bénévolat. Et
les limitations financières, pour les jeunes principalement, sont très limitantes. Les jeunes n'ont pas l'opportunité de participer autant à cause de ça. En ce qu'on voit de cette question de l'esprit de vengeance, c'est un des piliers de la résolution 2250, c'est la réintégration et j'ai perdu le mot. C'est la réintégration. Et Speak je pense English, on va comprendre. Speak en anglais, on va comprendre ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Gabriela, elle n'est pas anglophone non plus. Hein. Sa langue primaire, elle est brésilienne d'origine. Oh là là. donc c'est le portugais, c'est encore plus loin. Espagnol, ça C'est n'aidera pas. compliqué. Bon, vas-y, continue alors, continue. C'est la réintégration et la déstabilisation. Donc, c'est très important de voir que ces piliers-là est très, très important dans cette situation. Et il faut se baser sur cela pour qu'on ait un engagement qui n'est pas un focus, n'est pas basé sur seulement la vengeance. Donc, ici, là, on peut prendre ce pilier-là et aussi la participation. Tous les 5 piliers de l'agenda Jeune Paix Sécurité peuvent être inclus dans cette situation, je pense. Ok, merci pour les réponses. Katrina, je ne sais pas si tu as ajouté. Oui, si je pourrais, j'aimerais ajouter une chose par rapport à cette deuxième question spécifiquement. C'est qu'au Canada, nous avons beaucoup d'enjeux qui découlent du colonialisme, de notre histoire coloniale, où est-ce que nous avons été envahis par la France et ensuite l'Angleterre et ensuite ils se sont battus. Et là, on continue d'essayer de vivre une vie en essayant de revoir un peu notre histoire qui a été pendant longtemps cachée de plusieurs. Donc, on est en train de faire des découvertes. Certains d'entre nous savons que ça a été caché et ce n'est pas nécessairement du nouveau, mais la majorité de la population voit ça comme une découverte, par exemple, par rapport au maltraitement des peuples autochtones au Canada. Donc, l'an dernier, il y a eu des grosses révélations et ils ont trouvé 7000 enfants morts dans des pensionnats autochtones des années 90 et ils ont retrouvé des corps de 7000 enfants à travers le pays qui étaient non identifiés dans des gros champs qui étaient supposément les anciens lieux de ces écoles. Donc, ce sont des traumatismes intergénérationnels que les peuples autochtones continuent de vivre. Et dans le nord et dans les régions un peu plus éloignées, je sais que ce n'est pas le stéréotype canadien ou la préposition que vous avez peut-être du Canada ou votre attente, mais il y a beaucoup de communautés autochtones qui vivent encore dans le nord ou dans des régions plus éloignées, qui ne sont pas dans les villes et qui n'ont pas accès à même de l'eau potable. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à des services de santé. Donc, tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent toujours se déplacer dans les villes ou dans les milieux urbains. Et il y a certaines communautés qui ne sont même pas accessibles par, je suis au Liban et puis tout a coupé, mais je continue. Pour revenir, c'est voilà. Je sais pas, ça fait ça au Congo, donc je sais que vous me comprenez. Oui, on comprend la situation avec les Congos. Ces communautés éloignées ne sont même pas accessibles par des routes. Donc, il n'y a même pas de routes des fois qui vont à ces communautés. Donc, beaucoup de ces personnes doivent venir soit en hélicoptère, en avion, et ça coûte des mille et des mille de dollars. Donc, la majorité ne sont pas capables de se le permettre puisqu'ils n'ont pas vraiment d'opportunités économiques dans les régions et surtout éloignées ou dans les communautés de Premières Nations autochtones. Donc, c'est un enjeu, évidemment, qui est très pertinent et il y a quand même des parallèles avec le Congo, avec les régions plus éloignées ou hors des régions urbaines. Et le manque d'accès à l'eau potable et d'autres choses comme ça, des services qui devraient être des services de base,
pour les droits de la personne, mais que même au Canada, on a ces problèmes-là, mais que le Canada essaie et aime souvent faire semblant que ça n'existe pas. Donc, nous, en tant que jeunes acteurs dans le terrain, on essaie de soulever ces enjeux et on suit aussi beaucoup les mouvements sociaux américains, puisque les États-Unis ont beaucoup d'impact sur le Canada et on suit souvent malheureusement leurs mouvements sociaux, même s'ils sont négatifs. Donc, il y a eu une hausse de l'extrémisme de la droite extrême depuis que le président Trump a été élu aux États-Unis. Et il y a eu ceci qui a essentiellement continué un peu au Canada, malgré le fait que nous, notre gouvernement est resté le gouvernement Trudeau. Donc, il y a eu beaucoup de revendications violentes, il y a eu beaucoup d'attaques quasi-terroristes, il y a eu beaucoup d'attaques spécifiques pour les gens, par exemple, voilés ou les gens de différentes races et de différentes ethnies. Donc, beaucoup de violences intergroupes qui ne sont pas nécessairement par rapport à l'État, mais qui n'ont pas été, selon nous, gérés de façon très efficace par l'État non plus. Et le Black Lives Matter, comme vous avez entendu, je suis certaine, aux États-Unis, a été aussi un gros mouvement au Canada, puisque nous avons une population noire assez significative, évidemment, mais qui reste vivant dans des régions souvent moins privilégiées que d'autres communautés. Et nous, ça a aussi ajouté le Indigenous Lives Matter, donc les vies autochtones comptent, puisque nous avons tellement une grosse population autochtone qui vit dans ces situations vraiment pitoyables, disons. Donc, ce sont des exemples justement de choses. Et pour vous donner aussi un autre exemple un peu moins drastique, l'enjeu culturel et linguistique pour nous est très important dans notre contexte. J'ai fait référence, et Gabriela aussi. Mais pour tous les francophones qui vivent à l'extérieur de la province du Québec, nous avons une loi au Canada qui respecte nos droits sous notre charte des droits et libertés par rapport à l'accès à l'éducation en français, les services en français et tout. Mais la majorité de tout le monde qui sont responsables de la prise de décision au gouvernement exclut souvent les communautés francophones hors Québec. Donc, il y a un gros problème de perspective de mise en œuvre de la loi par rapport au respect culturel et au respect linguistique. Et par exemple, moi, je me suis mariée cet été et j'ai voulu me marier en français dans ma province natale de la Colombie-Britannique, à Vancouver, qui est dans l'ouest, donc complètement à l'inverse du Québec. Et je me suis fait dire par mon gouvernement provincial que je ne pouvais pas me marier en français puisqu'il n'y avait personne qui parlait français qui pouvait me marier et que je n'avais que c'était pas leur problème puisque dans la province c'était majoritairement anglophone. Donc c'est un gros enjeu problématique pour certains et je sais que c'est très différent du contexte de guerre ou de conflit armé, mais c'est quand même des problèmes par rapport à la sécurité de certaines personnes, la protection des droits de certaines personnes et des minorités linguistiques et qui engendrent des problèmes culturels chez nous. Merci beaucoup, Katrina, pour l'ensemble des explications. Je pense que, ouais, on a compris les contextes du Canada et les contextes du Congo. Et je pense que nous allons essayer d'évaluer aussi les problèmes et voir comment aussi nous habituer, nous, en tant que coalition du Congo. Alors, je vais passer la parole à Déborah pour continuer avec la suite. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Katrina. Merci, Nicole. Là, je veux passer la parole à Madame Annie Kenda, qui est la coordinatrice nationale du secrétariat technique national. Annie Kenda, si elle est là, elle peut allumer son micro et nous dire un mot. Madame Annie Kenda. Merci Déborah, je suis en ligne. Je ne sais pas si tu me suis. D'accord. Oui, on vous suit très bien et on vous souhaite déjà bienvenue parmi nous. Donc, nous sommes là avec nos sœurs du Canada, de la coalition 2250 et nous vous laissons la parole. Merci, Madame Annie. Merci beaucoup et je suis très, très contente de suivre cet échange et de voir comment vous êtes très engagé, surtout le Canada. Il est vraiment très engagé dans le processus, ce qui va donner vraiment l'impulsion à la coalition de la RDC de voir comment les défis
auxquels ils se sont affrontés, comment ils peuvent aussi décortiquer tous les éléments et c'est vraiment très édifiant et ça nous fait plaisir de sorte que cette coalition puisse continuer entre les deux groupes de jeunes pour que la jeunesse au niveau de la RDC puisse s'approprier la mise en œuvre de la résolution 50. Comme Catherine l'a bien dit, il a situé dans le contexte national du Canada. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et il faudrait vraiment que l'homogénéité et la volonté, le volontarisme, il doit caractériser aussi les jeunes de la RDC. Madame Annie, votre micro a été coupé. Je ne sais pas qui a coupé le micro. Si vous pouvez qui a coupé le micro, si vous pouvez le... Ok, maintenant ça va? Oui, ça va, c'est bon. Ok, merci. Et moi, j'encourage la coalition de la RDC parce que je les ai vus à l'œuvre. Quand nous avons commencé avec la résolution 1325, on n'avait pas encore la résolution 2250, mais nous avions déjà intégré la dimension de la jeunesse dans la résolution 1325 avec la jeunesse qui s'est engagée. Ce qui est important, c'est qu'ils ont pris maintenant à bras le corps toutes les activités en main et il faudrait que nous puissions les encourager encore davantage pour qu'ils arrivent à obtenir une coalition forte et un plan d'action représentatif qui prend en compte les éléments de tous les pays. Et je suis vraiment très, très, très contente parce que l'expérience du Canada va beaucoup booster le travail qui est déjà en chantier au niveau de la RDC et surtout l'implication de la jeunesse qui est vraiment très engagée. Et nous sommes là pour continuer à vous accompagner et nous pensons que les documents de la coalition de la jeunesse du Canada pourra être partagé afin que nous voyions comment on peut arriver à harmoniser les points de vue des uns et des autres. Et sur ce, je vous remercie, je salue tout le monde et j'encourage l'initiative de partager des expériences avec la jeunesse du Canada et de la RDC et je vous remercie. Allô? Nous vous remercions aussi, Madame Annie. Oui, allô? Nous vous remercions, voilà, Madame Annie. Je sais... Oui, merci beaucoup. Merci de votre présence. Ça nous motive d'avoir des mentors, nos aînés avec nous, parce que ça nous aide à bien agencer nos idées, à bien nous organiser. C'est comme ça que je vous remercie encore. Merci beaucoup, Madame Annie. Madame Annie, comme je venais de le dire, elle est coordinatrice nationale du secrétariat technique national de la 1325, qui est de la RDC plutôt, de la République démocratique du Congo. Et nous, on a un secrétariat national de la résolution 2250, mais on veut vraiment avoir une coalition avec tous les jeunes de la RDC parce que notre contexte, en tout cas, a vraiment besoin que la 2250 soit mise en application pour résoudre nos problèmes, nos conflits qu'on a en interne. Et nous venons de se rendre compte que il n'y a pas seulement sécurité ou paix, mais il y a aussi des questions liées aux droits des jeunes qui posent problème, par exemple, au Canada. Alors, si chez nous, en interne, il y a des questions comme Monsieur Elodie qui venait de le dire sur la guerre, sur les esprits remplis de vengeance et tout, mais je pense que la résolution 2250 vient vraiment nous recadrer et nous donner les pistes de solutions, au fait, pour pouvoir faire participer les jeunes sur des questions de paix, de sécurité et des droits en général de la jeunesse congolaise. Je pense que, Rose, j'ai bien dit.
Mais sinon, on va prendre une photo. Donc, tout le monde va ouvrir la caméra. Et Katrina, qui sait très bien le faire, va nous aider. Oui, oui, pas de souci. Donc, si vous voulez allumer vos photos, ceux d'entre vous vous n'avez pas de photo, je ne vais pas vous mettre dans la photo. Donc, si vous ne mettez pas votre vidéo, vous ne serez pas inclus. Vous êtes... c'est ça, je vois là, on allume les caméras. Hein? On veut tous être dans la photo. Parfait, d'accord. J'attends un instant pour que la vidéo se connecte. OK, c'est bon. Donc, dans 3, 2, 1, on sourit. Je vais prendre plusieurs photos puisqu'il y en a plusieurs. Et je ne veux pas manquer personne. On sourit. Je vais les envoyer à tous après. On sourit. C'est parfait. D'accord. Merci beaucoup, Katrina. Merci à Gabriela. Et merci Mehdi, merci Nicole, merci à toutes les participants, à toutes les participantes. Merci beaucoup d'être là avec nous, d'avoir partagé l'expérience avec nos amis du Canada. Ça a été très important pour nous pour que nous puissions avoir une bonne feuille de route et un bon plan pour nous, la RDC. C'est très important. Et là, au moins, on a une idée de ce que nous voulons faire avec la 2250 en RDC. Sinon, je vous remercie. Je ne veux pas encore vous retenir pendant longtemps. Je vous dis encore merci, de bonnes choses. Je ne sais pas, Marie-Rose, si vous avez un mot à dire ou je peux... C'est Joseph qui avait demandé un mot de fin, s'il est là, Joseph Akilema, Joseph, propice. oui. Oui. Joseph, excuse-moi, je ne t'ai pas oublié. Si tu es là, tu peux le dire le dernier mot. Merci, Joseph. Merci beaucoup. Permettez que je parle sans caméra au vu de ma connexion. Sinon, je suis très heureux de prendre en dernier la parole dans cette activité d'échange d'expérience entre la jeunesse canadienne et celle congolaise en vue de l'agenda jeunesse, paix, sécurité, mais aussi la mise en place de la coalition au niveau de la RDC. Qu'il me soit permis d'adresser nos remerciements à vous tous qui avez honoré de votre présence cette importante activité. Chers amis de la coalition jeunesse, paix, sécurité canadienne, vous avez fait un parcours élogié et vous adressons nos sincères félicitations pour les pas déjà franchis. Les idées partagées, votre expérience vont nous aider à construire quelque chose de consistant pour la mise en place de la coalition jeunesse, paix, sécurité au niveau de la RDC, qui demeure notre cheval de bataille en ce jour. Vous êtes ces modèles dont nous allons toujours nous inspirer pour que dans un bref délai, nous ayons au moins une structure bien fonctionnelle en RDC. Vous êtes toujours le bienvenu au cas où vous avez besoin de tel ou tel autre service de notre part. Nous ne manquerons pas non plus de revenir vers vous et surtout de collaborer dans la même perspective pour la paix et la sécurité, par et pour la jeunesse de nos deux pays respectifs. Merci pour le temps précieux que vous avez daigné nous accorder pour ces échanges fructueux. Merci au gouvernement de la RDC qui essaie d'impliquer la jeunesse dans le processus de paix et de sécurité au pays. C'est ici le lieu de dire merci au ministère de la Jeunesse qui a accepté d'accompagner les processus de création de la coalition au niveau de la RDC, et c'est là au travers le secrétariat technique de la résolution 2250. Merci aux organisations de jeunes de la RDC qui ont participé. De Kinshasa, Non, on ne peut pas perdre Joseph comme ça. Allô, Joseph? Il est parti. Non. Joseph il nous fait un bon discours. Comment on peut le perdre, la connexion? My God, non. Joseph! Il a tout intérêt à revenir. Il n'a pas le droit de faire ça. En tout cas, il a tout intérêt à revenir, Joseph. Ton discours là, non, on en a besoin. Ça résume les tout. My God. Voilà les problèmes que nous avons. Il y avait Katrina qui avait un problème de coupure d'électricité
Et voilà, Joseph a un problème de connexion. Voilà, je m'excuse, je finis. Il est là. Je suis désolé, c'est ça, d'autres pays, un problème de connexion. Ne répète Sinon, pas ça prochainement, Bouka. oui. Sinon, je disais que c'est un sentiment de gratitude aux organisations de jeunes de notre pays, de Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Grand Kassai et Équateur, qui ont eu à prendre part à ces assises de cette soirée. Nous sommes très reconnaissants à votre égard. À la prochaine pour le champ d'expérience entre la jeunesse congolaise et celle du Nigeria dans un meilleur délai. Nous avions dit et nous vous remercions. Merci. Moi aussi, je viens d'avoir un problème d'électricité. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup pour les mots de la fin qui a vraiment résumé le tout. Et je remercie encore tous les participants et participantes. Madame Anikenda, je remercie Marie-Rose du secrétariat général, secrétariat technique de la coalition 2250. Donc, je remercie tout le monde. Merci à tous. Et je pense que c'est la fin. Marie-Rose? Merci, c'est la fin. Merci à tous. Je vais fermer la réunion. Déborah, moi, tu ne m'as pas vu. Il y a Justus, il y a Nora. Il y a Nora. Du secrétariat technique aussi. Le secrétariat technique aussi. Justice aussi, tu ne l'as pas vu, quoi. Il y a Justice, on a cité Justice. Bye bye. Goodbye. Bye.